Bienvenue sur l'épisode 10 du Game Pas Game podcast. Cette semaine, je reçois Sarah Sediki, alias Madame la juriste. Sarah est juriste de profession et a fondé son entreprise pour aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à bien se protéger juridiquement, malgré le fait qu'ils ne sont pas des multinationales. J'ai invité Sarah sur l'épisode parce qu'elle réussit à rendre le droit vraiment le fun, ce qui est pas mal difficile selon moi. Alors, si tu es infopreneur ou infopreneuse, au Québec ou en Europe, cet épisode-là va t'intéresser. Sarah te donne des clés sur comment protéger ton entreprise. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Sarah, bienvenue sur le podcast. Salut Marie-Josée, je suis trop contente d'être ici j'ai hâte de discuter avec toi lors de cet épisode. Eh bien, moi aussi, j'avais vraiment hâte qu'on se parle parce que j'adore ton approche. Donc, toi, tu es juriste, Sarah, donc, et tes clients sont des entrepreneurs, des solopreneurs, des petites entreprises, de ce que j'ai compris, en Oui. fait, sur ton compte. Et j'avais hâte de te parler parce que j'adore ton approche du droit. Pour moi, le droit, c'est quelque chose de un peu rébarbatif, je te dirais, puis j'imagine que pour plein d'autres aussi qui connaissent pas ça. En fait, je trouve que c'est quelque chose de complexe puis qui est pas toujours évident à aborder. Mais toi, tu le simplifies d'une façon le fun aussi en même temps. Donc, je voulais un peu t'entendre sur ton parcours, d'où tu pars, comment ça a commencé cette histoire-là. Ouais, bah déjà ça me fait plaisir la manière dont tu captes, on va dire, le message que moi je propose et c'est exactement ce que je veux délivrer, le côté fun et léger parce que bah du coup moi je suis juriste donc forcément je suis allée à la fac, j'ai eu des professeurs qui n'étaient pas du tout dans le fun et qui nous apprenaient de manière justement assez ennuyeuse le droit, assez poussiéreuse parce que ça fait partie des choses qui existent depuis la nuit des temps, hein, le droit, les règles entre les personnes pour que tout puisse, on va dire, bien se passer dans la communauté, dans la société. Donc forcément, quand on apprend le droit en général, on sait qu'on va pas forcément beaucoup s'amuser. Et pour autant, bah, moi, après l'université, j'ai travaillé pendant 3 ans justement dans le droit public, donc dans les collectivités territoriales. Et justement, je commençais à être un peu lassée de ce côté droit-sanction, puisque bah, je travaillais plutôt du côté de ceux qui allaient contrôler, de ceux qui allaient mettre des amendes, de ceux qui allaient dire attention, tu respectes pas assez bien, on va te punir. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre d'être un peu la maîtresse ou limite la maman qui punit tout le monde. Et je voulais voir l'autre côté plutôt de la juriste fun, décontractée, qui explique aux entrepreneurs bah, pourquoi se protéger même quand on n'a pas encore une grosse structure, même quand on n'est pas une multinationale et qu'on entreprend à titre individuel. Et donc, oui, j'accompagne plutôt les solopreneurs, surtout les femmes, parce que je trouve qu'elles sont un peu plus oubliées, je trouve, dans la sphère juridique, où j'ai l'impression qu'on s'adresse plus à des jeunes hommes qui vont lever des millions dans leur start-up, et un peu moins aux femmes qui entreprennent pour avoir leurs propres revenus, pour aussi se payer des vacances, pour avoir une autre activité à côté de leur salariat ou même se lancer dans un projet passion. Et là, c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte pour aider les entrepreneurs à faire du droit, on va dire, une force dans leur business et surtout dans leur vie au quotidien. Ah, j'adore ça, cette approche, puis c'est ça que je trouve intéressant, en fait, parce que quand moi, je te suis depuis un moment là, sur Instagram, puis et tu produis énormément de contenu. Bravo d'ailleurs pour ça, parce que je sais pas comment tu fais. Bref, ça sera une autre histoire, on se rencontrera peut-être dans un autre podcast. Mais dans ton contenu, ce que je trouve, c'est que oui, on le sent vraiment que tu t'adresses à des personnes qui n'ont pas des gros moyens financiers, mais qui doivent quand même se protéger parce que quand on est entrepreneur, on doit se protéger d'éventuels litiges avec des clients ou d'éventuels litiges avec d'autres organisations, d'autres organismes. Comment tu vois ça, toi? C'est quoi la base, en fait, qu'on devrait avoir en tant qu'entrepreneur quand on veut se protéger? Bah déjà, la base, je pense que ce serait d'aller chercher l'information. Parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent «Ah mince, je savais pas que ça existait, je savais pas qu'il fallait faire ça, je savais pas qu'il fallait faire telle ou telle démarche». Et du coup, c'est encore plus douloureux quand on doit se mettre en conformité dans le stress, dans l'urgence et dans la peur, plutôt que quand on est parti chercher l'information, parce que comme ça, on peut anticiper, se dire «Bon,
Je sais que ça ou telle prestation, il faut absolument que je la prenne pour être protégée. Mais si j'ai pas encore les fonds aujourd'hui, je reviendrai dans 4 mois parce que je saurai que je pourrais me payer ça. Ou alors, pour l'instant, j'ai pas les fonds pour payer un truc sur mesure. Qu'est-ce que je peux prendre aujourd'hui pour quand même être protégée? Est-ce que je vais le faire par moi-même? Donc, chercher des infos. Est-ce que je vais trouver des modèles en ligne, payants ou gratuits d'ailleurs? Il y a plusieurs formules. En tout cas, quand tu as l'information, tu sais quel risque tu prends aussi en fonction de la solution que tu prendras. Il y a aussi la Ouais. solution de ne rien faire du tout aussi, cette solution. Bah oui, Euh, effectivement. oui, voilà. Mais au moins, si tu es informé, tu le sais. Et t'as pas le côté où, en fait, on ne pourra pas te prendre au dépourvu parce que tu auras l'information et tu te diras, bon, soit je le fais maintenant et je serre un peu les fesses parce que je démarre mon activité et je me dis, j'ai investi d'abord dedans, ou soit je le fais un peu plus tard. Mais en tout cas, je le fais en mon âme et conscience et j'ai l'info. Donc déjà, partir chercher l'info dans des contenus gratuits, ne serait-ce que, moi, je propose aussi un guide gratuit, tu vois, pour les freelance. Mais j'imagine que même sur YouTube, on peut trouver des informations ou Google, tout simplement, que faire quand on débute en tant que freelance ou en tant que coach, j'en sais rien. Ouais. Regardez le b.a.-ba de la protection juridique pour pouvoir anticiper, en fait. Ouais, tout à fait. Et je vois que, en fait, que toi, t'offres, j'aime bien ton approche, le bar à modèle, qui est en fait des modèles déjà préconçus que tu peux adapter à ton type d'entreprise. Mhm. Et je trouve ça vraiment intéressant comme approche parce que justement, quand on n'a pas les outils pour, ou même le budget, hein, parce que comme tu dis au début, quand on commence, c'est difficile des fois d'investir des gros montants, mais en même temps, c'est l'œuf ou la poule. C'est vrai, J'ai pas le, totalement. j'ai pas l'argent pour investir, mais en même temps, je me protège pas, donc ça se pourrait que bon. Mhm. Euh, Moi, j'ai une question par rapport aux formations en ligne, parce que là, on en voit beaucoup. Bon, presque tous les entrepreneurs en ligne ont une formation en ligne. Mhm. Et là, moi, en fait, j'avais cette question-là pour toi parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai trouvé quelqu'un qui avait copié une formation de quelqu'un d'autre en entier. Ok. Donc, j'ai acheté les deux formations en pensant que c'était deux formations différentes Ouais. pour me rendre compte que finalement, c'était les deux mêmes formations, une en Ok. français, une en anglais. Alors, et là, je me disais, mais, puis je savais que c'était celle en français qui avait copié celle en anglais, là, dû à la notoriété de la personne anglophone. Mais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça quand on a une formation en ligne? Ouais. C'est quoi Puis je sais, là, aussi qu'en France, les règles sont pas nécessairement les mêmes qu'au Québec, mais Mhm. en tout cas, on a beaucoup, chacun, on a des clients souvent au Québec ou en France, là, donc Oui. je pense qu'on peut avoir certaines similitudes, là, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mhm. Comment on fait pour se protéger de ça? Ouais, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est la bête noire, hein, de tous les formateurs. Tu Ouais. te dis, tout ce que je connais, tout ce que je sais, tout ce que je peux transmettre, je vais le mettre par écrit ou par vidéo. Donc j'ouvre aussi la porte à ce que des personnes puisent mon savoir et en fait dépassent le maître entre guillemets, c'est-à-dire ils prennent tout ce que je fais, rajoutent un petit peu de leur sauce et que du coup ils le vendent parfois même moins cher et avec des prix plus concurrentiels. Alors que Ouais. moi j'ai investi énormément de temps parce que c'est notre expérience aussi qu'on est formateur. Ah, tout à fait. Du coup, on se dit, bah, je vais perdre de l'argent à créer cette formation si on l'utilise à de mauvaises fins. Déjà, partir du principe que aujourd'hui, tu as le pouvoir dans tes contrats et dans tes CGV de restreindre la liberté de tes clients. Donc ça, c'est prévu Mhm. pour. Tu dois expliquer, par exemple, que ton client a le droit seulement de consulter et d'utiliser tes documents uniquement dans le cadre de la formation et pendant une durée déterminée. Par exemple, moi, je suis pas fan de l'accès à vie parce que souvent, quand Ouais. j'entends des personnes qui me disent on m'a copié ma formation, très souvent, c'est des personnes à qui ils ont vendu un accès à vie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils mettent des mises à jour ou des nouveaux contenus, la personne, bah, c'est gratuit pour moi, c'est bon, j'avais déjà payé, donc je rajoute les nouvelles choses. Et ça, juridiquement, c'est juste un peu plus chiant parce qu'il faudrait aller au contentieux ou alors à une négociation post-contractuelle parce qu'on Mhm. n'aura pas anticipé ce cas de figure. Donc, en amont, Je tu te comprends. dis, tu limites déjà d'entrée les droits d'utilisation de ton client pour que ce soit super clair. Et si jamais il s'avère qu'il ne respecte pas ces conditions-là, il peut être soumis à des poursuites, donc de ta Mhm. part, mais tout simplement une mise en demeure avec le retrait peut-être des accès, le retrait de tous les avantages, même s'il avait payé l'intégralité, et aussi derrière peut-être une compensation financière pour toi parce que tu avais un manque à gagner puisque la personne t'a piqué une part du marché illégale, enfin de manière illégitime quoi. Oui, 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 je comprends, tout à fait. Donc ça, tu dois mettre ça en place dès le début, dans le sens où quand la personne achète ta formation, elle doit déjà voir que tu as Mm. cette clause-là ou ce contrat-là, entre guillemets, là.
Oui, et en plus, tu peux aussi rajouter une protection encore plus renforcée, mais ça, c'est applicable dans la plupart des pays. En fait, chaque pays a son institut national de la propriété intellectuelle, donc Mhm. l'INPI tout simplement, et ici en France, c'est inpi.fr, où dedans tu peux aller déposer une marque, par exemple pour protéger ton entreprise, protéger par exemple la canopie, je veux protéger tous les supports et tout ce qui découlera de ce que je vais proposer, Ouais. support gratuit, payant ou peu importe, seront protégés sous le droit de marque, c'est-à-dire qu'une personne qui va violer ton droit d'auteur, copier tes supports et autres, va être encore plus passible de sanctions et de condamnations grâce au droit des marques. Ce sera un droit plus actionnable et beaucoup plus coûteux pour la personne qui le viole, parce que c'est vraiment de la contrefaçon. C'est un peu l'image de je vais dans un pays acheter une paire de baskets populaires et Ouais. je la prends chez un vendeur à la sauvette, voilà. Mhm. Donc, je passe la douane. La douane, elle va me dire, t'as pas le droit de faire ça, t'as la contravention au niveau du pays, mais aussi tu es redevable de sanctions financières pour violation de la marque. Donc, c'est quand même Hmm. assez... là, on le voit directement, on voit le risque, mais en ligne, c'est la même chose. C'est juste qu'on le voit pas parce que c'est virtuel, c'est fictif. C'est ça, oui. Mais on est Ouais, passible quand même de sanctions, ouais. OK. Donc, oui, parce que, puis on a moins de contrôle sur ce que la personne va faire après, parce que, avec notre matériel, parce qu'elle peut le télécharger dans son ordinateur, puis une fois que c'est téléchargé, ben, tu sais, moi, je le vois pas, là, que la personne a ça chez elle et... Ben, c'est pour ça que quand on veut se positionner vraiment en tant qu'expert ou se différencier de la concurrence, déposer sa marque, c'est déjà une stratégie même générale en termes de professionnalisme. Tu vas Mhm. déposer ta marque, tu vas aussi avoir ce mindset derrière où tu vas te dire, ça y est, mon entreprise, la Canopy, c'est pas juste Marie-Josée, il y a tout ça, etc. Tout ce que je propose, c'est un empire, entre guillemets, entrepreneurial. Allez, on utilise les termes. Ah non, mais j'aime ça, moi, j'aime ça. Voilà. Et un client qui va travailler avec toi, par exemple, toi, tu as eu le cas de figure en plus. Tu as acheté une formation anglaise et puis tu as trouvé une formation française, tu pensais que c'était d'autres différentes, tu t'es rendu compte que l'un avait copié l'autre. Ouais. Un client qui apprécie ce que tu fais, un client qui sait comment tu vas délivrer ton message ou autre, peut venir aussi te voir et te dire, écoute, j'ai remarqué que ton contenu avait été pris par quelqu'un d'autre. Mhm, Moi, il m'est mhm. arrivé plusieurs fois, hein, quand j'avais, pour l'instant, ça fait quand même 3 fois en moins d'1 an que j'ai été plagiée, quand même, c'est chaud. Et Wow, OK. sur des Hmm. pages juridiques, par des juristes, waouh, on s'y En attend pas plus, OK, forcément. OK, wow, OK. Ouais, quand Et à même. chaque fois, enfin, très souvent, c'était les autres qui venaient me dire, qui me disaient, «Ah, c'est bizarre, moi j'ai déjà travaillé avec toi, j'ai trouvé ces documents-là, c'est bizarre, est-ce que tu as travaillé avec elle?» Tu vois? Et Mhm. du coup, ça déjà, pour la personne qui plagie, si elle se fait démasquer, mais la honte Ben oui. internationale, surtout quand tu es en tant que formatrice, on va pas te prendre au sérieux. Image d'expert flinguée. Non, mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé avec cette Ouais, fille-là, justement, pour moi, de ok. mon côté. Je veux dire, moi, elle, je l'ai bannie de mon... Je la suis plus nulle part, puis je l'ai bannie, là. Ouais. Ouais. Et voilà, et après, du côté du client, il va se sentir encore plus genre, ah, mais toi, tu t'es fait plagier par quelqu'un qui forcément propose quelque chose de moins bien que toi, puisqu'elle n'est pas capable de faire le même contenu. Ouais. C'est-à-dire que Marie-Josée, c'est vraiment la référence. Donc, à la fois, Ouais. c'est une mauvaise chose de se faire plagier, etc. Mais quand tu as tes clients ou quand tu es super bien positionné dans ton marché pour que tes clients ou même les prospects reconnaissent ta marque de fabrique ou ta signature professionnelle, ça renforce encore plus ta marque de manière naturelle et en plus, tu peux te retourner contre le plagieur. Donc, ne craignons pas le plagiat, anticipons juste le risque et Ouais. sachons réagir de la même manière, quoi. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis, en fait, c'est toujours un peu touché, là. Moi, en fait, quand ça m'était arrivé, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit à la fille anglophone en sachant très bien que ça venait, que c'était pas elle qui avait plagié. Mais comme Mhm. le Québec aussi, c'est un petit marché, je voulais pas que cette fille-là sache que c'est moi qui l'avais Oui, dénoncé. Donc, ce que j'ai dit à la fille anglophone, je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai acheté une telle formation et c'est le même contenu que le tien. Alors, si vous avez un partenariat, ça serait bien de le dire parce que là, j'ai payé 2 fois pour la même chose. ouais. Et là, la fille a dit non, 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 attends, j'ai pas de partenariat, c'est mon contenu, ça. Et là, elle a pris les dispositions auprès de cette fille-là, en particulier, Mhm. sauf que c'est toujours un peu touché, mais je comprends l'idée que c'est vrai, en même temps que cette fille-là, qui a plagié, ben, j'accorde plus vraiment de crédibilité à elle. Là. C'est vrai. Je vais pas continuer de la suivre. Et, tu sais, je lui ai fait quand même de la mauvaise pub auprès des personnes autour de moi en disant, Oui. hey, elle, fait attention parce que, tu sais, c'est ça, elle a rien créé, là. Bah, toi qui est vraiment dans le domaine de l'expérience client, la gamification et Mm. tout, bah, tu sais aussi les dommages que ça peut causer quand un client a une mauvaise expérience, tout Tout à simplement. fait.
C'est que ce soit dans l'utilisation ou autre du produit, mais tout simplement légal aussi. Le plagiat aussi, en fait, ça entache. En fait, tu as l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire. Tu as l'impression d'avoir mis Ouais. ton argent dans le mauvais endroit et tu regrettes. Et puis, il y a d'autres personnes, tu vois, toi, tu as réagi d'une manière où tu étais plutôt déçu. Mais tu as Ouais. des personnes qui vont attaquer. Toi aussi, en tant que client, tu peux dire tu m'as arnaqué, tu m'as escroqué, tu m'as vendu Ouais. quelque chose dont tu n'avais pas les droits. Et c'est illégal de faire ça. Donc, tu peux aussi te retourner et poursuivre la Ouais. personne, même pénale. Donc, J'aurais pu le faire, tout à fait, puis j'y ai vraiment pensé, puis après, j'avais quand même une crainte parce que là, je me disais, ouais, c'est ça, tu sais, moi, je commence en business, le bien milieu de sûr. l'entrepreneuriat au Québec est très petit, tout le monde se connaît, ou en tout cas, c'est facile d'avoir accès à un peu tout le monde, là, mais Oui. bref, tout ça pour dire que c'est pas la meilleure chose à faire et que, mais le côté, justement, le côté où est-ce que les gens t'accordent plus de crédibilité si tu t'es fait plagier, bon, ça, c'est le bon côté, là, je comprends tout à fait. Ouais. Puis quand tu me parlais, je trouve ça intéressant le côté aussi image de marque. Parce que l'image de marque, hein, c'est pas juste un logo, là. Mhm. Et la protection juridique en fait partie aussi. Comment Bah tu oui. vois ça? Je trouve ça vraiment intéressant. Bah oui, totalement. En fait, on a tendance à penser que le juridique, c'est comme c'est obligatoire, c'est un truc qu'on va mettre à côté. Par exemple, ne serait-ce que pour faire un petit jeu, moi, parfois, je fais des contenus justement YouTube où je vais m'amuser à voir des marques qui, selon moi, ont un fort branding, où on les reconnaît tout de suite, genre Burger King ou McDonald's. On se dit tout de suite, par exemple, Burger King, moi, j'aime beaucoup leur communication, je trouve qu'ils sont marrants, ils font des pubs super punchy et tout. Mais quand tu vas sur leur page légale, tu tombes sur un blabla juridique sans nom, des textes super compacts. Tu t'attends pas à ça, en fait, si jamais tu veux chercher une information. Imaginons, tu n'as pas reçu ta commande, j'en sais rien. Ouais. Et puis tu cherches juste comment tu peux faire valoir tes droits ou tu te demandes, voilà, tu vas tomber sur un truc et tu vas te dire, attends, le commercial, le vendeur, entre guillemets, que j'ai dans ma tête de Burger King, il est sympathique, il est drôle, il cherche des solutions, il fait des jeux de mots, et puis je tombe sur les pages légales, je suis perdue et je ne comprends plus rien. Je trouve que tu crées pas ce lien d'image de marque que tu Mhm. as pourtant travaillé depuis le début. Et pour moi, ça devrait se retrouver même dans tes pages conditions générales de vente, avec un effet même visuel, parfois juste travailler les textes, faire un petit jeu de mots entre les clauses, si tu veux pas changer et garder quand même tout le corps juridique. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire pour continuer à renforcer son image de marque, même à travers le droit, en fait. Donc, c'est d'utiliser, en fait, un peu, tu sais, on entend beaucoup là, en copywriting ces temps-ci, là, la voix unique, comment trouver ta voix Ouais. unique, mais donc, ça serait d'utiliser ta voix unique même dans tes CGV, même dans tes conditions de vente, même dans, ben pas tes CGV, conditions de vente, c'est la même chose, hein, dans tes Oui. termes et conditions. Oui. Donc, ah, mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, dans ton bar à modèle, est-ce que Mhm. tu montres comment faire ça ou là, Mhm. toi, tu mets juste comme une trame de fond, puis après, c'est à nous de le faire ou comment ça fonctionne? Alors, dans le bar à modèle, quand on prend un pack, c'est vraiment la solution clé en main. C'est-à-dire qu'on OK. gagne à la fois du temps, on gagne à la fois, en termes d'expérience aussi, parce que tout a Mhm. été pensé aussi pour que ce soit rapide, simple d'utilisation et que justement les phrases juridiques, elles sont pas écrites pour, comme je dis souvent, un dialogue entre juristes. C'est-à-dire que je Ouais. les ai pas pensées pour que, vous ayez qu'un litige. C'est-à-dire, je me dis: «Bon, ça, on s'en fiche, hein, c'est pour le juge, hein, moi, que j'écris, c'est pas pour toi ni ton client». Je l'ai pensé vraiment plutôt pour que ton client ait l'impression que ce soit toi qui lui parle directement et qu'il sache exactement s'il y a une demande de remboursement, qu'est-ce qu'il doit faire. Si justement Mhm. il a envie de créer une formation concurrente à la tienne, est-ce qu'il a le droit de le faire, sous quelles conditions, est-ce qu'il doit te demander l'autorisation. En fait, que ce soit vraiment, si tu veux, la FAQ juridique sous le format qui conviendrait à ton client et pas forcément que à toi. Parce que le but, c'est quand même que le client qui va utiliser aussi les documents comprenne très bien Ben comment oui. actionner. Mais c'est aussi à mon avantage que mon client comprenne bien. Puis moi, Bien ça sûr. m'enlève des soucis après justement de mauvaise compréhension. Après ça, quand il y a un litige, ben, tu sais, que le client Mm. dise, ben, c'était trop abscon comme contenu, je comprenais Oui, rien ou bon, voilà. Mais sachant là, qu'en plus, c'est une des raisons, qui peut se retourner contre toi, hein, quand tu es dans ouais, l'entrepreneuriat, c'est que ton client dise que tu as manipulé les conditions ouais. ou, que tu as caché certaines conditions avant qu'il achète. Ça, c'est le pire du pire parce que tu peux faire annuler une vente. Donc imaginons la personne t'a payé 2 000 €, elle dit que tu lui as caché les conditions avant de vendre, le produit et tout, elle peut, demander l'annulation. Donc c'est quand même, un grand manque à gagner. Maintenant, un client, comme on a dit, insatisfait peut en parler à 10 autres. Il en Oui, parle à 10 autres qui font la même chose que lui, ton client, il te fait couler.
Et pour autant, ils utilisent des méthodes légales pour le faire. Donc, on anticipe tout ça. Et justement, dans les packs, tout est pensé pour faciliter l'expérience avec des supports et des tutos aussi hyper guidés, en fait. La prise en main est hyper guidée. Et en fait, ça se fait vite et spontanément. Et dès qu'on a des questions, on a aussi toutes les réponses à disposition. Donc, c'est comme ça que ça a été pensé, en tout cas, OK. pour pas que ce soit une charge mentale encore en plus. Oui, 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 ben tout à fait, parce qu'effectivement, moi, je trouve que ça paraît gros au début. Puis, bon, moi, j'avais acheté des modèles en ligne déjà qui étaient de base, là, mais j'ai l'impression que, en tout cas, je vois déjà la valeur ajoutée d'acheter ce genre de truc que tu proposes qui est plutôt déjà mieux Mhm, adapté aux entrepreneurs, aux infopreneurs, mhm. Ah parce oui. que moi, j'ai acheté en ligne, c'est des conditions de base. Puis après ça, Mhm. ben, moi, j'en ai ajouté qui étaient les miennes. Mais après ça, qu'est-ce que ça vaut, un côté Oui. juridique? J'en ai aucune espèce d'idée. Donc, c'est tout ça. Puis là, moi, je suis toujours, en fait, je suis encore en questionnement. Hein. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, j'ai des clients en Europe beaucoup, et Mhm. je me dis, est-ce que je dois me conformer aux normes européennes ou si seulement les normes québécoises, canadiennes elles sont suffisantes? Donc ça, Oui. c'est toujours ma question encore. Je suis encore un petit peu dans le Mhm. flou là-dessus, là. Mais je ne sais pas si tu sais Oui. par rapport à ça. Ouais. Oui, alors, faut penser que, il y a encore cette guerre légale, je trouve, entre les pays où chacun pense Mhm. être, le roi du monde. Les États-Unis mais c'est vrai, hein, les États-Unis pensent que leurs règles devraient primer sur les autres, l'Union européenne aussi. Le Canada, je sais que le Canada est, quand même un bel endroit, assez humble, je trouve, par rapport à toute la surface planétaire, mais pour autant, il y a des conditions où ils doivent aussi se dire: «Ça devrait primer parce que c'est plus avantageux pour le consommateur» et cetera. Alors, si tu veux, quand il y a de la dimension internationale, on a le droit, quand on est entrepreneur, d'imposer des règles qui nous arrangent. Par exemple, OK. Canva, il me semble que c'est une boîte australienne qui impose le droit californien parce que pour eux, c'est plus avantageux, c'est Ah! plus intéressant. Je ne sais pas pour X ou X raison, par exemple, peut-être le délai de rétractation ou d'autres avantages, ils ont le droit de le faire parce qu'ils ont cette dimension internationale. Par contre, bah, du coup, il faut forcément que dans ces pages documents juridiques-là, tout soit forcément clair pour un acheteur qui soit français, que c'est le droit californien qui va s'appliquer. Ah Et oui, OK. Hey, wow, tu m'apprends vraiment quelque chose de non, OK. mais oui, on a le droit, ça veut dire que même si toi, tu n'as pas le lien direct, tu as le droit de définir que c'est ça, que le droit applicable. Par contre, en cas de litige, ce qui va se passer, c'est un consommateur, par exemple, qui est français, il va dire, ah bah moi, je préférais que ce soit le droit français qui s'applique. Et toi, tu dis, bah non, dans le contrat, c'était le droit californien ou québécois, j'en sais rien. Mhm. Et en fait, ce qui peut se passer, dans le pire des pires, c'est que vous n'êtes pas d'accord, vous allez rencontrer ce qu'on appelle le tribunal des conflits, qui va aller déterminer quel est le droit applicable en fonction de règles internationales, c'est-à-dire est-ce que c'est plus avantageux pour le consommateur, pas forcément pour le professionnel, mais voilà, est-ce que c'était vraiment clair que c'était ce droit-là qui s'appliquait, etc. Et en fait, ça, c'est pas souvent ce qui est appliqué. En général, on se dit, bah, si c'est le droit français dans le contrat, bah, c'est le droit français qui va s'appliquer dans tous les cas. Mais parfois, quand on n'est pas d'accord, bah, ça peut aller jusque-là, quoi. Mais ça existe. Et pour anticiper ça, bah, il y a certaines, justement, par exemple, je sais pas, Apple, comme ils sont tellement grands dans le monde, bah, souvent, ce qu'ils Mhm. font, c'est plutôt, ils vont avoir des conditions générales de vente spécifiques pour la France, des conditions générales de vente spécifiques pour l'Angleterre, etc. Donc, il y a tellement de schémas juridiques quand il y a de l'international que c'est complexe. OK, je comprends. Mais est-ce que quelqu'un pourrait, par exemple, là, moi, je me dis, OK, je me fie sur le droit canadien pour dans Mhm. mes contrats, mais que toi, tu es européenne, tu achètes chez moi, puis tu me dis, moi, je suis pas d'accord que ce soit le droit canadien Mhm. même si c'est celui qui est dans mon pays d'origine, là. Ouais, c'est possible aussi, ça. Après, idéalement, normalement, il faut le prévoir avant que vous signiez. Hein. C'est de la Ouais, négociation contractuelle. tout à Donc, vous fait. pouvez très bien mettre, ça existe de mettre le droit mixte, c'est-à-dire certaines clauses vont être sous Mhm. le droit que tu veux et puis l'autre sous un autre pays. Après, le truc qui est embêtant, c'est que par exemple, en France, non, en Europe, on a la notion du RGPD. Donc, le Ouais, RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données personnelles ouais. qui n'existe pas sous cette même forme au Canada, aux Mhm. États-Unis et tout. Donc parfois, ça fait des gros clashs parce que le RGPD estime qu'il doit primer sur tout, c'est-à-dire que les États-Unis devraient s'y conformer aussi, mais on a le conflit, hein, tu sais, politique aussi de mais pourquoi l'Europe aurait à nous imposer des règles. Surtout Mhm. qu'aux États-Unis, le marché des données personnelles est très, 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 très juteux. Donc, Wow, ouais. forcément, si tu travailles souvent avec des clients européens, il vaut mieux te conformer à 100% au RGPD parce que toi, en fait, dans la réglementation européenne, en fait, ils ont le droit de se retourner contre la personne qui a un site internet Ouais. qui
qui commercialise quelque chose ou qui va te prêter des données d'Européens. Elles ont ce droit de contrôle si tu collectes des données d'Européens. C'est ça. Mhm. Mais j'imagine très clairement que, par exemple, au Canada, ils sont contre ça parce qu'ils se disent ça viole un petit peu notre pouvoir. On est quand même au Canada, on est chez nous, c'est nous qui devrions avoir le droit de décider les règles. Donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, ça sort que depuis 2018, cette réglementation-là. Et il y a encore beaucoup de clashs OK. étatiques et internationaux, quoi. Mais ça, c'est super intéressant parce que c'est justement une autre de mes questions que j'avais. Puis je m'étais dit dès le début, je vais me conformer au RGPD vu que j'ai des Mm. clients européens puis que je veux pas causer de problème ou quoi que ce soit, puis je veux pas avoir de problème non plus. Bon, ben après, je pense pas que le Canada va venir me voir, le gouvernement va venir me voir et va dire hey, tu te conformes aux règles européennes. Tu sais, je pense pas que ça va Non. arriver. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est plus une question de valeur aussi et de voir comment moi, je veux me protéger par rapport à ça. OK, donc, un entrepreneur ou une entrepreneuse québécoise pourrait acheter ton bar à modèle, par exemple, puis Mhm. être complètement protégé, autant au niveau de ses clients européens que canadiens. Oui, parce qu'il y a cette règle justement du droit applicable qui peut être déterminée par le professionnel, même Mhm. s'il n'est pas forcément français. Donc ça peut être des liens parce qu'il y a un lien avec la francophonie ou peu importe, mais ça peut être simplement par choix, par conviction personnelle. Je veux que ce soit ce droit applicable là, et puis dans ce cas-là, vous avez le droit. Et il y a une question, il y a une personne qui m'avait demandé une fois, est-ce que pour autant ça veut dire que je dois de la TVA à la France? Ça n'a rien à voir. Tu peux mettre, Non. voilà, le pays, on va dire le lien fiscal, c'est plutôt lié à ta résidence et Mhm. puis on va dire les liens où tu vas entretenir le plus de commercialité entre guillemets. Et puis il y a cette règle dans la majorité des pays des alliés entre guillemets, il y a cette règle où il n'y a pas de double imposition. C'est-à-dire que si tu travailles un peu avec des clients en France, un peu des clients au Québec, un peu des clients je sais pas, en Afrique du Sud, tu vas pas avoir à chaque fois 20% à leur payer à chaque fois sur tout ce que tu fais. C'est Non. un pays d'établissement où tu vas devoir payer ce que tu dois payer. OK, donc ça, c'est intéressant aussi à savoir que c'est complètement indépendant un de l'autre. Donc, Mm. ta protection juridique, c'est ta protection juridique. Puis après ça, la fiscalité, c'est la fiscalité de Exactement. ton pays, tout à fait. Donc, oui, parce qu'effectivement, si moi, je te vends quelque chose, je te charge pas de taxes. Là. Oui. OK, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis, c'est quoi... bon, là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur ton parcours, là, dans le sens où, Mm. est-ce que tu as eu des difficultés au début en termes de... Parce que je vois que tu présentes pas le droit comme tout le monde présente le droit. Est-ce que ça t'a causé des difficultés ou des défis au début Ouais. au niveau de ta communauté de juristes ou comment ils ont Ouais. perçu ça? Alors, il faut savoir que dans les juristes, on a plusieurs catégories. Tu as les avocats, tu as aussi les juristes en entreprise, tu as aussi du coup les formateurs, moi dont je faisais plutôt partie, c'est ceux qui transmettent des connaissances. Mhm, Et tu as des guéguerres parfois entre chacun. Alors souvent, les juristes d'entreprise vont pas forcément intervenir parce qu'ils travaillent pour une boîte, donc ils sont mhm. salariés pour une boîte, donc en général, ils vont pas intervenir. Par contre, les avocats, ils ont pas tous, hein, je m'entends avec très bien avec beaucoup d'avocats, mais certains avocats, on va dire de l'ordre des avocats, voient très mal tout ce qui est nouveau, tout ce qui est trop innovant dans le droit et qui n'est pas l'initiative d'avocat. Donc c'est un petit peu Ah ouais, une ok. guerre entre tout ce qui est juriste, formateur, freelance, etc. et les avocats. Et on va dire que c'était plutôt ça le plus gros défi que j'avais quand je me suis lancée, c'était que je voulais pas avoir une guerre, une croisade avec des avocats. Et j'ai une bonne communauté d'avocates qui me suivent et qui sont contentes et qui apprécient mon travail. Et en off, j'ai aussi eu des moments où effectivement des avocats venaient me voir et ils me disaient on va porter plainte pour ce que vous faites, c'est illégal. Ça Wow! m'est arrivé une fois. Et finalement, ils sont revenus sur leurs mots parce que avec la réglementation, il faut savoir que quand même, je me suis bien informée avant de me lancer. J'ai fait que ce que j'avais le droit de faire. Et puis ils ont laissé tomber au bout de 3 semaines. Mais c'est quand même, je pense que c'est des choses qui reviendront assez fréquemment parce que je me positionne comme étant innovante dans le droit et que à Parfait. chaque fois, je pense que tu en auras un, deux, trois qui tiqueront chaque année, j'en sais rien. Donc je suis prête à ça et puis je suis préparée psychologiquement, c'est tout, et puis même juridiquement. Ouais, ben j'imagine que juridiquement, oui, tu t'es informé avant pour savoir ce que tu avais le droit de faire, effectivement. Mais c'est fou, hein, comment, quand tu amènes quelque chose de nouveau, qui est un peu à contre-courant, ça fait Mm. réagir autour de soi, puis tout ça, mais Ouais, je mais c'est comme pense... pour
pour les médecins aussi, il y a certains médecins, Ouais. l'ordre des médecins qui voient très, très mal tout ce qui est thérapeute, Mhm. naturopathe, etc. Mhm. Alors moi, je m'y connais pas assez bien pour savoir quel est l'avantage de la naturopathie par rapport à la médecine traditionnelle, etc. Mais je sais que c'est aussi des gros débats. Il y a des personnes qui sont aussi contrôlées. On leur dit, bah non, vous n'avez pas le droit de donner des conseils médicaux. Puis ils vont expliquer, non, c'est pas des conseils médicaux. Je recommande juste un produit en naturopathie. Et c'est la même chose, je pense, pour toutes les prestations un peu périphériques, quoi, qui sont aux alentours de professions très réglementées et qui Mhm. sont vieilles comme le monde. Ouais. Donc voilà. Il y a comme une chasse gardée autour de ça, puis dès que quelqu'un déroge un petit peu, qui sort des Mm. sentiers battus, là, ils se sentent un peu peut-être menacés ou Ben, parce il peut effectivement avoir des dérives, et ça c'est vrai, et c'est pour ça aussi qu'ils oui. contrôlent, ce qui est une bonne chose, parce qu'une personne aujourd'hui qui va te dire, qui va te faire de la chirurgie avec, j'en sais rien, un cutter, j'en sais rien, oui, il peut y avoir des risques, surtout dans le domaine de la santé, il peut y avoir des risques quand même Tout à assez fait. graves. Ou une personne en naturopathie qui va dire, tu peux prendre ça, tu vas guérir du sida, j'en sais rien, non, voilà, oui. Mais par contre, pareil pour nous dans le droit, il y a des sanctions. Effectivement, parfois la justice se positionne contre des juristes qui se lancent à leur compte parce qu'ils vont faire semblant d'être avocats, ils vont aller au tribunal, ils vont mener des dossiers Oh, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ils savent pas le faire. C'est quand même des choses assez graves ben oui. où ils s'en rendent compte après que c'était un usurpateur en fait. Et donc du coup, effectivement, il y a des grosses condamnations. Ou aussi des personnes qui font semblant d'être avocats. Souvent, c'est ça en fait. Ils vont dire je suis avocat, mais en fait, ils ne sont pas déclarés à l'ordre et qui vont donner des conseils, qui vont être du coup pénalisants pour la personne, qui va perdre des millions, des milliers d'euros, quoi. Mm. Donc forcément, ces personnes-là aussi, même si c'est pas le risque de la santé pour le coup, c'est plutôt le risque financier, mais c'est mauvais pour eux, pour leurs clients, pour la réputation des avocats aussi. Donc forcément. Oui, oui, tout à fait. Puis après, les gens perdent confiance en la profession parce il y a plein de charlatans qui font n'importe quoi, là. Ça, Ouais. ouais, tout à fait, je comprends. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu vois comme... qu'est-ce que ce serait pour toi, ben, selon toi, le plus grand défi juridique des petites entreprises comme la mienne ou comme la tienne, mais qui est un petit peu plus grande que la mienne, je crois? Je sais pas. Mais je pense que le défi juridique, c'est de comprendre qu'en fait, se mettre en conformité, ce n'est pas une chose qu'on fait en une fois. C'est-à-dire que tout au long Ouais. de son étape entrepreneuriale, tout au long de son avancée, le juridique va revenir tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait en une fois déjà parce que on évolue nous-mêmes en tant que personne. Aujourd'hui, tu te lances en tant que prestataire de service. Après, plus tard, tu as envie de faire une formation. Après, plus tard, tu as envie peut-être de monter une agence, j'en sais rien. Ça va changer. Tout ça, c'est la merde pour tes CGV. À chaque fois, tu vas devoir changer. Euh, Ensuite, tes clients aussi peuvent évoluer. C'est-à-dire que tu peux avoir des clients au début qui sont des consommateurs parce que tu te dis, bon, bah, moi, je vais aider que ceux qui veulent un peu se lancer ou qui sont pas encore déclarés. Puis à la fin, tu te dis, oh non, moi, je travaille qu'avec des pros. Ça, c'est mon profil et tout. Encore une fois, tes conditions juridiques vont changer. Ça peut changer au niveau de la loi. La loi peut évoluer. Il peut y avoir des modifications de la réglementation, des choses qui étaient OK avant qui sont plus aujourd'hui ou qui sont précisées. Encore une fois, ça change, ça va impacter tes documents juridiques. Et après, de manière générale, ton avancée, en fait, dans l'étape où tu es, tu auras forcément besoin de fur et à mesure d'autres documents juridiques. Par exemple, tu débutes, tu vas avoir besoin de tes CGV, des mentions légales, de la politique de confidentialité si tu as un site. Mhm. Et petit à petit, tu vas commencer à te dire, bah voilà, je commence, je travaille avec mes clients, c'est très bien. Oh, peut-être que là, mes clients longue durée, je vais avoir besoin d'un contrat. Peut-être, oh, bah là, je commence à avoir beaucoup trop de clients en même temps, je vais commencer à mettre en place un système de partenariat avec un autre freelance qui prendra mes dossiers pour moi. Je veux que mes clients me recommandent et touchent une commission, contrat d'affiliation, etc., etc. En fait, ça avance au fur et à mesure que toi, tu grandis. Et c'est pour ça que le droit, ça s'arrête jamais comme aventure. Un jour, peut-être ton entreprise va tellement grandir que tu vas dire, en fait, je vais prendre des salariés directement, je vais plus avoir besoin de Ouais. freelance, contrat de Ça travail. change encore. Voilà, ça change. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on devrait trouver une bonne personne qui nous aide à évoluer tout au long de notre parcours entrepreneurial, du début jusqu'à chaque fois que quelque chose Mhm. change. Puis, Oui. ouais, Mhm. ouais, vas-y, excuse-moi. Oui, oui, c'est pour ça aussi que j'ai pensé, voilà, ce système de j'accompagne, j'espère, tout au long de la vie entrepreneuriale, les personnes qui me suivent, parce que vous vous rendrez bien compte, une fois qu'on met le pied dans le juridique, on commence à se dire que c'est tellement important qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle chose, ou qu'on va faire de la sous-traitance, ou qu'on va, je sais pas, même faire une collaboration avec un autre entrepreneur, on va se dire, il faut que je pense aussi à ma protection juridique. Mhm. Et c'est ce que moi j'appelle en tout cas ces actions indolores. Parce que quand on achète un modèle ou un truc comme ça, on va pas se dire ah bah je vais gagner 10K grâce à ça, je vais gagner ça ou tant de choses. Il n'y a pas ces promesses-là. Non. Mais
ça fonctionne tellement bien que tu vas plus t'en soucier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se trouve, là, au moment où on parle, tu as un des clients qui se dit, en fait, j'aimerais bien être remboursé. Et il va pas forcément te le dire. Il va aller regarder tes conditions juridiques. Il va voir, mince, j'avais tant de temps pour demander un remboursement, sinon c'est fini. Cette personne-là va pas te recontacter. Ou si elle le fait, elle le fera en connaissance de cause et elle te demandera quelque chose, en tout cas en partant du socle de négociation contractuelle qui sera, en principe, il n'y a pas de remboursement, donc après, c'est que par faveur. Mhm. Donc tout ça, tu te rends pas forcément compte. Et pour autant, ça travaille pour toi, mais à 100%, quoi. Vraiment. Mm. Ah, mais c'est vraiment intéressant dans le sens où on sauve aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en mettant en place toutes ces choses-là en amont. Ouais. Ce qui fait ben, comme tu dis, ça nous enlève cette épine-là dans le futur, ce qui fait qu'on est beaucoup plus énergique pour donner, ben, en fait, pour travailler avec nos clients, là. Ouais. L'autre fois, j'ai signé un contrat d'affiliation là, avec une entrepreneuse québécoise, puis elle me dit par DM, elle dit, je me souviens plus comment elle m'a amené ça, mais elle dit, je vais t'envoyer le contrat. Puis là, elle se justifiait de m'envoyer le contrat, puis tout ça. Puis tu voyais qu'elle marchait un peu sur des œufs quand elle m'envoyait le Mhm. contrat. Puis là, j'ai dit, ben parfait, let's go, tu sais, envoie-moi-le. Puis bon, là, j'ai signé tout ça. Puis là, j'ai réécrit, j'ai dit, mais attends, là, j'ai senti que tu sentais que tu devais te justifier de m'envoyer un Ouais. contrat. Est-ce que c'est Mhm. parce que la plupart des gens, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences là-dessus, tu sais? Puis elle me dit, ben effectivement, il y en a qui sont surpris que j'envoie un Mhm. contrat. Fait que là, j'essaye d'amener ça de manière un peu plus smooth. Puis là, j'étais là, mais mon Dieu, mais il me semble que c'est la base. Ouais. Euh, Mais comment t'amènes ça? Comment tu vois ça? Ouais, mais en fait, ça dépend de ta cible aussi. Il y a une Ouais, cible, par exemple, si tu as une cible de professionnels qui sont dans un certain domaine, j'en sais rien, ou qui ont l'habitude de signer des contrats, pour ouais, eux, au contraire, ils vont t'atteindre au tournant si tu ne proposes pas de contrat, ils seront pas tout du à tout fait. OK. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible aussi, même dans le juridique. Et par contre, si tu vas enfin, je sais pas, tu veux vendre un accompagnement à une personne qui, je sais pas, elle a à peine 18 ans, elle a pas l'habitude de faire Ouais. elle-même signer ses contrats, c'était encore ses parents qui faisaient sa demande de bourse, j'en sais rien. Tu vas lui demander de signer un contrat, alors soit elle va le faire mécaniquement, ou soit elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle me fait pas confiance? En fait, ça dépend du profil de son client et c'est pour ça que moi j'adore aussi dire qu'il faut importer aussi bien plus de choses que juste les règles juridiques, mais il faut importer vraiment de sa personnalité et surtout sa connaissance de son client idéal. Parce que il y a des techniques un peu pour rassurer aussi une personne. Donc oui, ça peut être par l'introduction, la manière de le dire, mais ça peut être aussi un peu de gamification, comme tu aimes bien. Je sais pas, même rendre un PDF interactif où la personne n'a plus qu'à cocher les conditions, signer d'une certaine manière, faire un petit jeu, je sais pas si tu as une mascotte ou tu as un logo ou, qui est assez marrant, peut-être faire une sorte de circuit. Enfin, il y a tellement de belles choses que tu peux faire pour juste que la personne elle ait envie de signer et lire jusqu'à la fin ton contrat. Moi, Ouais. personnellement, je sais que mes clientes, elles aiment, comme elles viennent chercher chez moi un peu de folie ou un peu d'originalité, je leur propose pas des contrats classiques, c'est-à-dire que je fais en sorte de mettre déjà mes couleurs, mettre quelques petites blagues, quelques petites photos, quelques petites choses comme ça pour que ce soit une bonne expérience. Et j'ai remarqué qu'avant, quand j'envoyais les documents de manière classique ou brève, mes clientes, elles parcouraient comme ça parce que j'ai un logiciel de tracking pour voir ce que les gens font quand ils voient les documents. OK, Elles oui. passaient souvent elles parcouraient, elles regardaient juste le prix et puis elles passaient en bas à signer. Mmh. Alors que maintenant, je suis passée d'à peu près en moyenne 2 minutes pour la lecture du document à 15 minutes. C'est-à-dire que maintenant, les gens le lisent Wow! jusqu'au bout. Donc, je trouve ça fou, moi, personnellement, que ce soit juste par la mise en page et par la forme où elles se disent, en fait, elles me disent beaucoup, ah, j'ai pas l'impression de lire un contrat, j'ai vraiment l'impression de lire un document qui m'explique comment ça va se passer. Du coup, c'est cool. C'est agréable pour elles. Mm. J'adore ça, j'adore ça. Puis tu vois, j'avais même pas pensé gamifier des conditions juridiques. Mais je sais que tu étais déjà venu dans un de mes ateliers pour ta phase d'onboarding. Mais j'avais jamais pensé faire ça comme ça, mais tout à fait. Puis, Mm. puis en fait, moi, je trouve que quelqu'un qui m'envoie pas de contrat, moi, de mon côté aussi, ça m'inquiète en tant que cliente, là, dans le sens que je me dis, waouh, mais j'aurai pas de recours contre elle si jamais il arrive quoi que ce soit. Ouais. Ou c'est pas toujours dans le but d'être contre elle, mais dans le but de Mhm. dire, ben s'il arrive un litige ou s'il arrive un conflit, ben qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, Bah oui. c'est plus de ce Et, côté-là. Et avant, quand on se voyait directement, quand il n'y avait pas les ordinateurs et tout, les gens, ils Ouais, aimaient bien le faire en vrai. Le ouais, côté, je serre la main, on signe ensemble. Il y avait ce côté rassurant, on se dit, j'étais un homme de parole, une personne de parole. Maintenant, on est beaucoup en ligne et même c'est la vrai. parole verbale, c'est plus quelque chose qui nous rassure. On a besoin d'avoir ce document juridique-là et
tout comme avant, ça nous rassurait de serrer la main et de regarder la personne dans les yeux. Maintenant, ça nous rassure aussi de se dire, je signe quelque chose que la personne me propose. Et en fait, je me dis que moi, je suis respectée et la personne est respectée aussi en retour. Et ça, du coup, forcément, ça fait lever, tu sais, pour les personnes aussi qui aiment bien passer aussi d'un autre système, genre avant, je vendais peut-être avec une stratégie de masse, maintenant, je veux plutôt passer au premium, etc. Une stratégie de premium, pour moi, elle n'est pas du tout efficace. Il n'y a pas ce côté où la personne se sent individualisée. Et ça passe aussi par le juridique. Signer un contrat, c'est de l'individualisation. Et même si tes contrats reprennent la plupart des conditions qui sont dans les CGV, c'est ce qui se fait la plupart du temps, le client se sent entendu ou reconnu d'une certaine manière. Une manière toute bête, ça peut être tout simplement dans une seule des clauses, une clause sur l'objet, de repréciser vraiment ce que ton client attend de la prestation. Tu vois, ça va pas te demander plus de temps que cette partie-là de la personnalisation. Et c'est la même chose que tu aurais fait dans un devis, parce que les gens aiment bien aussi les devis. Tu l'aurais déjà fait dans la devis. Donc, pourquoi tu vas pas le faire dans un contrat? Et là, la personne qui va signer va se dire, OK, je me sens pas comme un numéro, je me sens reconnue, entendue, et j'ai envie d'y aller avec la personne. Mais ça, c'est vraiment important ce que tu viens de dire par rapport au fait que maintenant, on est plus en ligne qu'en personne. Ça fait toute une différence. Puis souvent, moi, je suis surprise même qu'il y a des clientes qui achètent mes offres sans même m'avoir parlé avant. Je me dis, waouh, OK, mais probablement que ça fait longtemps qu'ils me suivent, là, mais je me dis, mais il faut quand même que les gens nous fassent confiance et c'est une façon aussi d'instaurer un lien de confiance avec ses clients ou ses prospects, de mettre ça en place parce qu'on ne se parle pas nécessairement avant, c'est fou, là, puis on va investir des sommes quand même importantes là, dans les prestations, là. Donc, c'est vraiment intéressant, oui. Totalement. Et même quand on peut pas forcément faire de contrat personnalisé, parce que je dois entendre certaines personnes qui vont dire ouais mais moi j'ai pas le temps et tout, il y a aussi l'avantage des CGV quand ils sont déjà faits et pensés en avance, et même dans les CGV on peut aussi créer du lien, tu vois. Et ben s'ils sont bien faits et que tout est automatisé, c'est possible aussi de créer du lien dans la même logique que quand tu aurais fait un contrat brandé à tes couleurs et tout, tu peux le faire dans tes CGV. Et ça peut être aussi automatisé, l'expérience cool, légale, ça peut aussi être automatisé. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais qu'on aborde, que tu penses que c'est important là, que les entrepreneurs sachent par rapport au droit ou à la juridiction, ça se dit? Au juridique, ouais, au juridique de l'entreprise. Je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être dans les problèmes avant de penser au droit. Il faut l'anticiper au maximum. Aujourd'hui, si tu débutes dans ton activité, par exemple, je ne sais pas, ça fait 1 an que tu t'es lancé et que tu te dis, bon, aujourd'hui, à ma date anniversaire, je commence à me protéger. C'est bien, tu seras protégé pour l'avenir, mais la période d'aujourd'hui, du coup, les 365 jours avant, ne sera pas couverte. C'est-à-dire que tes anciens clients, il y a des méthodes, tu peux renvoyer un contrat, tu peux envoyer tes CGV pour dire maintenant elle s'applique à tout le monde, il y a des choses, mais il faut y penser. Mais si tu avais tous les clients d'avant à qui tu n'envoyais jamais de facture, tu n'avais rien du tout, tu as comme 1 an de non-protection. Et ce 1 an de non-protection, il peut revenir dans 5 ans, de revenir à ta tête parce que la personne va décider de contester un truc, dire finalement tu m'avais promis tel ou tel avantage, je les ai jamais eu. 5 ans plus tard, ça fait quand même assez mal. Et pour autant, elle aura le droit de le faire, alors que tu te diras, mince, j'ai tout investi, j'ai payé 2000 € un avocat, j'en sais rien. Oui, ok, mais t'es couvert aujourd'hui. T'étais pas couverte il y a 5 ans. Donc pensez, même si c'est par vous-même, même si c'est à travers des tutos, même si c'est à travers même des modèles gratuits et tout, pensez à commencer au moins avec quelque chose et de ne pas laisser une page vide sous prétexte que vous n'avez pas l'argent, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut tout trouver. Et aussi, deuxième tip, ce serait de ne pas copier les concurrents. Pas se dire, eux, ils ont payé, du coup, je vais me servir. Non. Déjà, c'est du vol, au sens légal du terme. On parle d'actes de parasitisme, on parle de concurrence déloyale aussi, mais aussi de contrefaçon pour, par exemple, l'avocat ou le juriste qui aura écrit. Vous prenez un peu comme cette idée du droit de marque ou du droit d'auteur, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre le contenu qu'on n'a pas créé nous-mêmes ou dont on ne nous a pas donné les droits. Et puis, ça peut se retourner contre vous. 300 000 € d'amende, ça vaut cher quand même les CGV copiés. C'est mieux d'acheter le bar à modèle à ce moment-là. Ça va Et voilà, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un avocat, on sait qu'en moyenne, il va te prendre 800 € d'honoraires par document juridique.
parce qu'ils travaillent sur mesure, ils travaillent par heure, donc forcément, ça vaut le prix que ça vaut. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des alternatives. Il y a des modèles gratuits. Je ne suis pas très fan, moi, des modèles gratuits parce que souvent, ils sont faits genre en 2001, on est en 2022, ça doit évoluer, ça ne marche plus. Après, il y a des modèles payants. Donc, moi, je propose cette solution-là où, au lieu de faire 800 € un modèle, vous avez un document fait par un avocat, vous avez 800 € tous les modèles qu'il vous faut pour, en tout cas, démarrer dans de bonnes conditions. Et vous sentir protégé, accompagné aussi parce que vous aurez toutes les infos. Et surtout, ce que moi je mets vraiment en avant, c'est que je brise la règle selon laquelle on doit parler d'une certaine manière formelle dans ces documents juridiques. Et je crée du lien et je parle comme si je m'adressais directement à ton client. Et du coup, c'est encore plus facile, je trouve, à prendre en main que justement les modèles où du coup, c'est vraiment écrit dans un langage qui ne nous parle pas. On a l'impression que c'est du latin, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est très lourd à lire, puis ça fait que souvent, on va parcourir en diagonale, puis on va dire « Ah, finalement, ça doit être correct », puis on signe en bas, là. Mais c'est pas nécessairement ça, parce que des fois, on peut laisser passer des trucs vraiment importants, là. Tout à fait. Wow! Hey, merci beaucoup, Sarah. Moi, ça m'a beaucoup instruite. Même si je te suis depuis longtemps, j'ai appris encore des choses aujourd'hui. Puis ça me rassure même de savoir qu'il y a des moyens pour les petites entreprises pour qu'on puisse se protéger adéquatement sans aussi laisser notre peau, là, puis devoir investir des montants, là, des super gros montants qu'on n'a pas les moyens. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et merci pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre? Merci à toi déjà pour cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte Madame la Juriste ou sur le nouveau compte où je vais publier plus du contenu vraiment sur les documents juridiques qui sont adaptés en fonction de l'étape où vous êtes. C'est legalpitch.fr, donc legal pitch comme en anglais la pêche, pardon. Et c'est pareil sur les sites, vous pouvez me trouver sur madamelajuriste.fr ou legalpitch.fr pour trouver tout ce qu'il vous faut, le bar à modèle, des informations et même bientôt une plateforme d'abonnement que je vais lancer. Oh wow, super, j'ai hâte de voir ça. Puis je vais mettre toutes les infos dans les show notes, évidemment. Donc, si vous voulez aller suivre Madame la Juriste, ce que je vous conseille fortement de faire, vous allez avoir toutes les informations dans les show notes. Donc, merci encore, Sarah. Puis nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Merci. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!